En attendant, place à Anne-Marie. Si vous êtes sensible, attention aux images qui vont suivre. Elles sont dures. Anne-Marie ne sera plus jamais une femme. Voici son histoire par Nada Madi. C'est un dossier poignant que nous recevons ce jour-là à la rédaction. Une femme nous écrit une lettre relatant jusqu'au moindre détail le cauchemar qu'elle aurait vécu. Il y a 4 ans, elle aurait subi une intervention chirurgicale visant à réduire sa poitrine. Elle en serait sortie mutilée et garderait aujourd'hui encore de terribles cicatrices. Après avoir vérifié et étudié chaque document, nous prenons la décision de nous rendre sur place. À plus de 300 km de nos bureaux, nous rencontrons une femme au destin tragique. Elle s'appelle Anne-Marie, elle souhaite nous expliquer comment elle en est arrivée là. Je lui ai rien demandé, moi. C'est lui qui m'a dit vous devriez faire enlever une partie de vos seins. Mais c'est pas une partie qui m'a enlevé. Il m'a fait une ablation avec une nécrose. Une nécrose, c'est une mortification des chairs et des tissus. C'est quand il m'a vu arriver nu qu'il a commencé à m'en parler. C'est lui qui m'a demandé si j'avais mal au dos, alors que j'y allais pour des problèmes de bouffée de chaleur. Nous sommes en 2003. Anne-Marie est alors âgée de 51 ans. Arrivée à la ménopause, elle consulte régulièrement un gynécologue de sa région. En effet, en raison d'un surpoids, les problèmes de dos d'Anne-Marie se font de plus en plus denses. Son gynécologue le remarque et en profite pour lui annoncer qu'il a la solution. Il me dit « mais vous avez pas mal au dos ?» Je lui dis « mais si, j'ai mal au dos. » Et il dit si vous enleviez une partie de votre poitrine, il dit ça allégerait vos douleurs. Je dis oui, mais il faudrait que vous me donniez le nom d'un plasticien. Mais il me dit moi je suis plasticien. Il serait en effet spécialisé en chirurgie plastique, plus précisément en réduction mammaire. Anne-Marie est sceptique, elle préfère rester sur ses gardes. Je lui ai demandé s'il était vraiment chirurgien plasticien comme il me prétendait. Et lui, comme réponse, il m'a tapé sur l'épaule, mais il m'a dit « Vous en faites pas, ma petite mère ». Il dit « N'ayez pas peur ». Il dit « Je suis pas... Si je vous le propose, c'est que je peux le faire ». Et puis, c'était mon gynécologue quand même, j'avais quand même une certaine confiance en lui. Anne-Marie hésite. Ses problèmes de dos lui gâchent la vie au quotidien. Elle souhaite réfléchir et en parle tout naturellement à sa famille. Claude, son mari, se souvient de ces moments de doute. Elle me disait qu'elle avait confiance en ce médecin-là, mais je lui disais qu'il fallait quand même qu'elle lui demande des preuves, des photos, des opérations qu'elle avait déjà faites, quoi. Quand je lui ai demandé les photos, il m'a dit il n'y a pas besoin de ça. Mais il m'a affirmé qu'il en avait fait des tonnes, oui. Je lui ai demandé combien d'opérations il avait faites. Si c'était pas un margoulin, il me dit moi un margoulin, pensez donc. Le choix est difficile, mais la douleur l'emporte. Anne-Marie en a assez, elle finit par accepter de se faire opérer. Son gynécologue use d'arguments pour la rassurer. Anne-Marie finalement se laisse convaincre. Alors il me disait que j'avais pas à m'en faire, que j'étais prise en main. Maintenant, il fallait que je vois la vie en rose, quoi. Docteur Courtois, est-ce qu'effectivement une réduction mammaire peut, dans des cas précis, soigner le mal de dos? Oui, tout à fait. Si vous voulez, l'hypertrophie mammaire, c'est donc une augmentation du volume des seins qui s'accompagne d'ailleurs souvent de ce qu'on appelle une ptose, les seins tombent de surcroît. Effectivement, on peut avoir mal au dos, mal aux épaules et mal au niveau du cou, puisqu'on a, si vous voulez, une masse importante de graisse, entre guillemets, qui tombe vers l'avant et donc vous voûtez et vous avez mal au dos. C'est vrai que d'ailleurs c'est pris en charge par la sécurité sociale, donc c'est de la chirurgie correctrice. On regarde la suite. Mercredi 14 janvier 2004. L'intervention a lieu au centre hospitalier dans lequel le gynécologue aurait l'habitude de pratiquer ses accouchements. Anne-Marie angoisse, c'est plus d'1 kilo par sein que ce médecin va lui retirer. J'étais angoissée quand même avant l'opération, oui. Je me suis dit, je suis là, il m'a rassurée, le personnel ne me dit rien. J'ai pensé que le personnel avait l'habitude de voir des personnes comme moi. Après 8 jours d'hospitalisation, Anne-Marie ressort, le haut du corps couvert de pansements. Elle imagine enfin sa nouvelle vie. Plus de douleurs dorsales et une belle poitrine. Mais 2 jours plus tard, un événement vient tout faire basculer. J'ai eu des saignements et il m'a dit « Oh, c'est pas grave ». Il m'a remis des compresses par-dessus les endroits où ça saignait.
Lors de ce rendez-vous au cabinet du gynécologue, Anne-Marie lui exprime son angoisse sur ces étranges saignements. Mais l'homme ne semble pas inquiet, il se contente de lui rajouter des compresses et fixe un second rendez-vous pour lui retirer les fils. Et il n'arrivait pas à enlever les fils. Alors ce qu'il fait, il m'a dit au bout de 10 minutes, il dit écoutez, j'y arrive pas. Il dit de toute façon le corps il va les rejeter les fils. Il dit vous aurez qu'à prendre une pince à épiler et un ciseau qui coupe les ongles des pieds, vous tirez et vous coupez et ça va partir tout seul. C'était à moi de le faire. Pour le gynécologue, le suivi opératoire est tout bonnement terminé. Anne-Marie bénéficie donc désormais de soins par une infirmière à domicile. C'est elle qui va retirer les bandages entourant le corps d'Anne-Marie pour pouvoir lui retirer les fils. Mais voici ce qu'elle va découvrir. Dès à présent, nous prévenons les âmes sensibles et les enfants afin de les mettre en garde, car les images de cette enquête sont insupportables. Anne-Marie a été, pour ainsi dire, découpée. Dès que j'ai soulevé les pansements, c'était pas beau, quoi. Qui sont les responsables de cette situation? L'hôpital qui a laissé faire un chirurgien esthétique non qualifié? Donc vous n'avez pris aucune sanction, il n'a pas de blâme, on lui a pas dit vous arrêtez d'exercer. Anne-Marie sera confrontée à celui qui l'a opérée. J'ai été quoi, un cobaye? Quoi donc? Qu'est-ce que je suis? Je suis une bête? Puis nous retrouverons Nadège, délestée de 50 000 € par son coiffeur. Sans aucun doute. Spécial Femme en détresse. La suite, dans un instant. Anne-Marie a été mutilée par un chirurgien esthétique. Voici la suite de notre enquête. Il n'arrivait pas à enlever les fils. Alors ce qu'il fait, il m'a dit au bout de 10 minutes, il dit écoutez, j'y arrive pas. Il dit de toute façon le corps il va les rejeter les fils. Il dit vous aurez qu'à prendre une pince à épiler et un ciseau qui coupe les ongles des pieds, vous tirez et vous coupez et ça va partir tout seul. C'était à moi de le faire. Pour le gynécologue, le suivi opératoire est tout bonnement terminé. Anne-Marie bénéficie donc désormais de soins par une infirmière à domicile. C'est elle qui va retirer les bandages entourant le corps d'Anne-Marie pour pouvoir lui retirer les fils. Mais voici ce qu'elle va découvrir. Quand l'infirmière est arrivée, elle a ouvert les pansements. Elle a fait un pas en arrière. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, alors je lui ai demandé. C'est là qu'elle m'a dit va falloir qu'on trouve une solution parce que votre nécrose est assez importante. C'est vrai que dès que j'ai soulevé les pansements, c'était pas beau, quoi. J'ai trouvé des cicatrices mal faites, une asymétrie au niveau des seins, des mamelons, surtout là, c'était très important, c'est qui était nécrosé. Ça, c'est quelque chose qui est vu par les chirurgiens, qui est surveillé tout de suite après l'opération. Mais là, il l'avait vu, c'est pas quelque chose, elle n'est pas rentrée puis que ça s'est passé après. Il l'avait vu la veille. Donc, moi, c'est ça qui m'a mis un petit peu aussi en colère. Il voyait un petit peu les complications qui se produisaient et il ne la prenait pas en charge avec ces complications. Docteur Courtois, en 2 mots, quand il y a des saignements comme ça, quel doit être le réflexe normalement du médecin? Celui-ci, ici, ça s'est passé comme ça puisque nous n'y étions pas. Est-ce qu'il a eu le bon quand il est venu lui faire part de ses saignements? Oui, enfin, c'est pas les saignements qui sont les plus importants, mais dès que cette dame a revu le chirurgien 2 jours après. Elle l'a revue d'ailleurs de son plein gré. Le chirurgien avait oublié de la reconvoquer, lui avait laissé 7 ou 8 jours. Donc on sait très bien, après une chirurgie mammaire, on doit revoir 2 jours après parce qu'on refait des pansements. Donc 2 jours après, quand il a vu que ça saignait, mais surtout que déjà il y avait une nécrose de l'aréole, c'est-à-dire que le bout du sein, si vous voulez, n'avait plus la même couleur. C'est sûr qu'il ne s'était pas uniquement en tamponnant avec des compresses, ça allait changer le cours des choses. Il fallait intervenir dès le 2e jour. D'ailleurs, il y a une expertise et l'expert est très sévère là-dessus. Dès le 2e jour, la prise en charge n'était pas conforme à ce qu'elle devait être. C'est horrible de lui avoir proposé une intervention comme ça, s'il n'en avait jamais fait, enfin j'en sais rien, mais c'est terrible ce qui est arrivé après. Anne-Marie est anéantie. Sa poitrine est couverte de nécrose.
Elle trouve cependant le courage et la force de porter plainte. C'est une femme détruite qui survit désormais entre ces 4 murs. Malgré le soutien quotidien que sa famille lui apporte, Anne-Marie ne se sent plus femme. Stéphane, son fils, ne retient pas ses mots quant aux pratiques dangereuses et illégales de ce médecin. Comment on peut faire ça à une personne parce que c'est carrément enlever 2 seins, c'est même pas une réduction mammaire. Ils ont carrément, ils ont enlevé 2 seins. C'est une honte. J'ai même pas de mots pour le définir. Au moins qu'ils reconnaissent ce qu'il a fait subir à ma maman. C'est toute une famille que cette opération a brisée. Au fil des jours, le quotidien d'Anne-Marie est digne de l'enfer. Contrainte de consulter un psychiatre, elle va même jusqu'à penser au suicide. Je me lève le matin, je me demande pourquoi je me lève. J'ai envie de rien. Avant, j'avais des activités. Maintenant, je faisais même du bénévolat. Maintenant, je ne fais plus rien. Je suis cassée. Oui, je suis complètement cassée. J'ai plus envie. J'ai plus envie de vivre, quoi. Mais vous n'arrivez pas à surmonter vous-même ça? Ah oui, même avec l'aide d'un psychiatre, j'y arrive pas. Si on ne peut pas faire de deuil, la seule façon d'avoir vraiment un deuil, c'est de s'en aller, mais pas partir autre part. Partir s'enlever la vie, le si peu qui reste en vous. Mais même mon mari en subit les conséquences, car je suis tellement déchirée que je suis méchante. Ça doit être terrible pour vous, monsieur, parce que vous ne pouvez rien faire, vous êtes là à côté, vous avez des larmes, là, même vous n'arrivez pas, votre propre compagne à... Non. Elle bouge pas, elle reste dans la chambre. Alors qu'avant, qu'est-ce que c'était complètement différent? Ah oui, le matin, elle restait à la maison, la nuit, elle est dans la chambre. Passer ses journées dans la chambre. Docteur Courtois. Et ce que je voulais vous préciser, parce que ça peut peut-être choquer, quand on voit cette dame qui n'a plus envie de rien, c'est que pendant plusieurs mois, pendant le traitement et ses pansements, il y a l'odeur de la nécrose qui est totalement nauséabonde. Donc cette dame n'a pas pu sortir, n'a pas pu prendre des cours de couture, s'est isolée pendant plusieurs mois parce qu'il était impossible de sortir. Donc on comprend mieux son attitude de maintenant, parce que pendant des mois, il est obligé de s'enfermer dans sa chambre, tellement que ça sentait mauvais, si on veut être clair. C'est vrai, madame, ça? Ça sentait le poulet avarié et complètement la pourriture. Je pleure tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire à part pleurer et avoir envie de mourir? Je ne sais pas ce qu'on peut faire à part ça. Sur les précieux conseils de son infirmière, Anne-Marie trouve la force de se rendre chez un chirurgien plasticien professionnel. Ce dernier, horrifié par ce qu'il découvre, accepte de l'opérer afin de lui retirer un maximum de nécrose. Sous anesthésie générale, Anne-Marie reçoit 12 piqûres dans chacun de ses seins. Quelques mois plus tard, ce même chirurgien parvient à la convaincre d'effectuer une pose de prothèse mammaire. Une telle souffrance qu'Anne-Marie s'efforce d'endurer. Ponction à vif, piqûres, rejet. Le calvaire de cette femme est bien réel. Moi, je me regarde jamais entière dans la glace. Je regarde que le visage. Outre ses douleurs au torse et des problèmes de dos persistants, elle doit parfois affronter un objet devenu son pire cauchemar, le miroir. Alors ça, c'est avec les prothèses. Alors on ne peut pas appeler ça des seins quand même. Et alors les cicatrices, là, et jusque dans le dos. Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Vous avez vu comme c'est moche et... Je suis plus une femme, ça y a rien à faire. L'image que le miroir lui renvoie est trop dure. Pour son infirmière, le gynécologue n'en serait pas à son coup d'essai. Quand j'ai demandé à Anne-Marie qui l'avait opérée, et
C'est vrai que ça a été là aussi chez une patiente, pas pour le même genre d'intervention, mais c'était une hystérectomie. Et il lui a proposé en même temps que l'hystérectomie une chirurgie plastique au niveau abdominal. Et intervention, enfin j'ai su plus tard qu'un chirurgien, même le meilleur, ne pratique jamais ces deux interventions en même temps. Incroyable, au cours de notre tournage, l'infirmière nous apprend qu'une autre femme aurait eu elle aussi des problèmes avec ce même gynécologue. Sans tarder, nous décidons de nous rendre au domicile de cette personne. Elle s'appelle Huguette. Elle accepte de revenir sur ce douloureux souvenir. C'était en février 2002. Là aussi, notre infirmière a eu une sacrée surprise. Une fois, quand elle m'a fait les soins, ça a éclaté. La couture s'est complètement ouverte et il y a eu plein de liquide qui est sorti. Beaucoup, j'avais très mal. D'ailleurs, ça m'a soulagée parce que c'est tout sorti et ça m'a fait un soulagement. Le 25 février 2002, j'ai subi une intervention chirurgicale, une hystérectomie totale et une plastie abdominale le même jour dans un centre hospitalier. Marlène, sa fille, était alors âgée de 14 ans. Elle nous raconte avoir très mal vécu la souffrance de sa maman. C'est moi qui lui pratiquais ses soins. J'avais 14 ans à l'époque, c'est pas facile à voir, surtout quand c'est sa mère qui est dans cet état. C'était vraiment de la boucherie. Moi j'enlevais les pansements, je voyais le sang qui sortait. Ça m'a vraiment choquée à cet âge-là. En plus je comprenais pas ce qui se passait parce qu'elle voulait pas me dire trop de choses. L'expertise d'Huguette n'impute aucune faute réelle au médecin. Elle souligne néanmoins que ces complications auraient pu être évitées. Nous avons rencontré le docteur Ménage, médecin traitant des deux victimes. Arrêté en maladie début 2004, il ignorait tout de l'opération d'Anne-Marie. S'il avait su, je en aurais conseillé un autre. Pas parce que j'étais capable de juger ce que savait faire ce monsieur, je n'en sais rien. Mais parce que ce n'était pas un chirurgien plastique avec qui j'avais l'habitude de travailler. J'ai du mal à qualifier ça de travail. Ça relève plus de l'inconscience médicale que du travail correct d'un chirurgien. Il n'y a pas besoin d'une expertise pour se rendre compte que c'est une catastrophe. Le résultat, il est mauvais. Ouais. Anne-Marie ignore encore si un jour elle pourra oublier. Ses cicatrices seront toujours là pour lui rappeler le cauchemar qu'elle a vécu. Alors ce médecin, simple gynécologue, avait-il le droit de pratiquer une telle intervention? Nous avons rencontré le docteur Attali, chirurgien plasticien. Il faut être chirurgien plasticien qualifié pour pratiquer cette intervention. Pourquoi? Parce que c'est une intervention particulière qui requiert une technique particulière que seuls les chirurgiens plasticiens ont apprise. Exceptionnellement, on pourrait imaginer que d'autres praticiens puissent avoir acquis ces techniques, mais encore faut-il qu'ils aient l'expérience et la pratique suffisante pour pouvoir réaliser ces interventions dans une sécurité totale. Le 25 septembre 2005, une expertise judiciaire est rendue en faveur d'Anne-Marie. Le constat est accablant. La nécrose apparue dès le premier pansement n'est pas prise en charge. La technique de réduction mammaire de McKissock ne semble pas maîtrisée. C'est encore là une perte de sa féminité. Aujourd'hui, Anne-Marie attend que justice lui soit rendue. Si elle compte bien être indemnisée, elle aimerait aussi entendre de simples excuses. Alors qui est cet homme? Exerce-t-il encore? Nous avons voulu en savoir plus sur ce fameux gynécologue. De retour à la rédaction, notre journaliste se penche sérieusement sur cette affaire. Après des heures d'enquête, nos doutes se confirment. Notre homme est bel et bien déclaré comme étant gynécologue et uniquement gynécologue. En France, seuls 600 chirurgiens ont le droit d'exercer en chirurgie esthétique. Dans la région d'Anne-Marie, ils ne sont que 4. Et notre homme n'en fait pas partie.
Il y a encore quelques années, le titre de médecine vous permettait de faire n'importe quelle intervention. Mais maintenant, c'est plus comme ça. En ce qui concerne la chirurgie esthétique, il y a une qualification en chirurgie esthétique, reconstructrice et plastique qui est reconnue par l'Ordre des médecins et ils sont que 600 dans la France entière. Tous les autres, il y a à peu près 4000, si vous voulez, plasticiens. On estime à 250 000 les interventions chirurgicales esthétiques, mais on ne sait pas trop puisque beaucoup ne sont pas déclarés. Mais il y a donc 4 fois plus de chirurgiens esthétiques que ceux qui ont réellement la qualification. Et donc, il n'y a que ceux-là qui doivent faire un gynécologue tel que celui-là. Si vous voulez, ça me semble très particulier. Il n'est reconnu qu'en gynécologie. Pour moi, il n'a pas le droit d'aller faire des seins, et d'autant plus quand on ne sait pas les faire. Nous apprenons également qu'il serait en arrêt maladie depuis 3 ans. Nous avons une adresse, il est temps pour nous de repartir. Nous retrouvons Anne-Marie, la peur au ventre, elle se dirige vers le domicile de son ancien gynécologue. Muni d'une caméra cachée, un membre de notre équipe l'accompagne. Mais il n'y a personne. Nous tentons tout de même d'obtenir des renseignements par une voisine. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Il habite à côté, mais je pense qu'il habite plus là. Ah, il habite plus là? Non. D'accord, et vous savez pas où il est allé? Pas du tout. Pas du tout. Malgré nos échecs, une question nous hante. Comment le centre hospitalier a-t-il pu laisser faire de telles pratiques? Madame ne s'est pas rendue dans une clinique privée ou chez un médecin en sonnant une porte. Elle a été opérée dans un centre hospitalier, dans le service public. Et ce qui est invraisemblable, c'est que le centre hospitalier laisse dans ses locaux procéder à des interventions par des personnes qui n'ont pas la qualification. Il y a la responsabilité et de ce médecin, mais aussi manifestement celle de l'organisation de l'hôpital. Le seul moyen d'obtenir une réponse est de se rendre sur les lieux. Nous sommes toujours en caméra cachée. Le professeur était-il oui ou non habilité à faire ce genre d'intervention déjà? Non, ça, je vais voir auprès de la direction, parce que moi-même, je ne saurais pas vous répondre. Et juste savoir aussi où en est la procédure au niveau de l'hôpital, quoi, où en est son dossier au niveau de l'hôpital, puisqu'il y a une plainte qui a été déposée, quoi. Savoir où ça en est, quoi. C'est le directeur lui-même qui est compétent pour vous répondre, hein, donc oui. Les réponses ne sont pas claires, le dossier est toujours au point mort. Cette journée fut très éprouvante pour Anne-Marie. Elle souhaite nous dire ce qu'elle a sur le cœur, et pour la première fois depuis 4 ans, elle sort de chez elle en compagnie de son mari. Je vous traite 4 ans en arrière, sans avoir ces cicatrices, sans avoir la peur de sortir. Je voudrais me retrouver comme avant, quoi. Brisée à vie par un médecin qui se prétendait chirurgien, Anne-Marie retrouvera-t-elle un jour la force de se battre? C'est donc le moment le plus important maintenant de l'émission, celui où nous allons tenter d'avoir des explications et d'aider ce couple. Vous l'avez vu, en pleine détresse. 1. Le médecin, qu'a-t-il à nous dire? Était-il vraiment capable d'exercer? Pourquoi n'a-t-il pas cherché ensuite à réparer ce qu'il avait fait? 2. L'hôpital, c'est chez eux que ça s'est passé. Ils le savaient que ce médecin faisait ce genre de choses. On n'est pas dans une clinique privée. Il y a également une responsabilité. Et est-ce que ça a continué? On parle d'une deuxième personne. Y en a-t-il 3? Y en a-t-il 4? Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous devons tous nous mobiliser pour ce couple-là. Parce que vous l'avez vu, les enjeux sont quand même très importants pour leur vie, j'ai envie de dire pour leur survie. Premier appel, c'est donc pour le médecin. La régie fait le numéro. Premier appel donc infructueux à ce moment de l'enregistrement. Nous avons essayé à plusieurs reprises de joindre le gynécologue prétendument chirurgien esthétique qui a opéré Anne-Marie. L'homme est injoignable pour le moment et à cet instant de la journée, difficile de savoir si nous parviendrons à lui parler. Nous nous tournons vers un autre interlocuteur, incontournable lui aussi, le directeur de l'hôpital dans lequel s'est déroulée l'opération. Bonjour madame, pourrais-je avoir la direction s'il vous plaît? Oui, c'est pas. Le directeur est responsable des actes effectués au sein de l'hôpital dont il a la charge. Le standard, bonjour. Oui, est-ce que je pourrais avoir monsieur s'il vous plaît? C'est de la part de monsieur Courbet. Ne quittez pas, je vous prie. Merci. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur.
Bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Alors, je vous explique bonjour et merci de nous accorder quelques secondes. Nous allons essayer de ne pas être long. Dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de mon émission, nous essayons de comprendre une situation et voilà, pouvoir avoir un dialogue assez rapide avec vous. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de la personne concernée, s'il vous plaît? Alors, la personne concernée, c'est Anne-Marie Rabian. D'accord, je vois de quel dossier il s'agit effectivement. J'ai ce dossier dans l'établissement puisque l'affaire sur le plan judiciaire est toujours en cours. C'est-à-dire que l'expertise a effectivement été rendue, le rapport d'expertise a été rendu en septembre 2005. D'accord. Donc nous sommes en possession, comme Mme Rabian, de ce rapport d'expertise et de ses conclusions. Nous ne pouvons que regretter cet état de fait et ne pouvons rien faire dans l'attente de cette décision définitive du tribunal, puisque comme je vous l'indiquais, le rapport d'expertise que vous avez dû lire est relativement... Alors justement, non, le rapport d'expertise, d'accord, monsieur, j'ai bien compris. D'accord. Alors, monsieur, maintenant, essayons de déplacer un peu le débat. Donc il est bien clair, et c'est pas la peine d'y revenir, je crois que tout le monde a compris que le rapport d'expertise dit que l'organisation, en tout cas, n'est pas en cause. Maintenant, l'organisation, c'est une chose, le médecin qui est votre salarié, c'en est une autre, et un employeur, comme je le suis, est forcément responsable de ses employés. Ma première question est la suivante. Ce docteur est gynécologue, avait-il les compétences, diplômes ou je ne sais quoi pour exercer ce genre d'opération? Écoutez, monsieur Courbet, je suis navré de ne pas rentrer dans cette discussion. C'est dommage. Vous, mais à ce stade, je ne peux qu'en rester aux conclusions de l'expertise. Ben, je comprends, monsieur, oui. Ah, mais ça, c'est pas... Ah non, mais monsieur, là, monsieur, je vous demande pas de commenter l'expertise. Je ne vous demande pas je ne vous demande pas de... Non. Je demande à un employeur quelle est la capacité, la qualification de son employé. Je vous pose une question. Et attendez, monsieur, vous êtes directeur... Attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, monsieur. Je vous pose une question qui est super importante. Vous êtes à la tête d'un hôpital. Il y a des patients qui vous regardent et vous êtes incapable de me dire si un de vos médecins est capable d'opérer. On pourra parler 2 heures ensemble, monsieur. On pourra parler 2 heures ensemble. Je vous redemande, monsieur... Non, mais d'accord. Est-ce que cet homme avait les qualifications? C'est pas compliqué comme question. On ne trahit pas de secret professionnel. Je vous demande s'il avait le diplôme pour faire ce genre d'opération. C'est une spécialité qui ont... Combien de personnes l'ont, docteur Courtois? Il y en a 600 en France, mais je peux répondre à la place du monsieur tout à fait sincèrement. Vous allez sur l'ordre des médecins sur le site et vous voyez que ce monsieur est gynécologue. Il n'a jamais eu le diplôme de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice. Maître Michel. Oui, monsieur le directeur, je ne sais pas si vous avez le rapport d'expertise devant vous, mais si vous l'avez, je pense que vous avez sauté une phrase. La technique de réduction ne semble pas maîtrisée. D'autant que cette technique, écrit-il, est compliquée, etc. Et il ajoute ceci. Une surveillance plus attentive et plus étroite de la part du chirurgien aurait permis de traiter précocement et efficacement la nécrose et d'empêcher ainsi l'importance des séquelles cicatricielles. Le chirurgien aurait dû revoir sa patiente, la tenir au courant, etc. Il y en a 5 pages comme ça. Ce qui veut dire que l'expert vient dire, c'est pas l'organisation de l'hôpital, il y a le nombre d'infirmières qu'il faut, il y a le lit qu'il faut, il y a par contre un médecin hospitalier qui a manqué à ses obligations de diligence. D'où ma question, est-ce que l'hôpital public est prêt à faire une offre amiable au vu de ces constatations consternantes de son chirurgien ou est-ce qu'il faut aller au tribunal? Je vais vous donner une réponse qui ne vous satisfera peut-être pas complètement, mais qui sera en tout cas la plus définitive que je puisse donner. Le rapport d'expertise et en tout cas les règles de responsabilité administrative à l'hôpital font une différence essentielle entre les responsabilités du fait de l'organisation du service, qui sont des responsabilités d'un hôpital public, et les responsabilités personnelles détachables du service, qui sont des responsabilités, comme il l'est bien précisé juridiquement, personnelles de la part des salariés. Mais en quoi c'est détachable du service? Monsieur, détachable du service, c'est si le chirurgien s'était mis à balayer. L'expertise dont nous disposons peut nous laisser penser
que la deuxième hypothèse pourrait être retenue par Monsieur le directeur, en quoi Monsieur le directeur, en quoi un chirurgien qui fait une opération, c'est détachable du service? D'accord. Ils n'ont pas engagé de transaction. Ok. Ce que par ailleurs, je tiens à le préciser, nous faisons et savons faire dans d'autres cas. Ah ben, j'ai plusieurs témoins sur le plateau. Monsieur, j'ai plusieurs... Si vous voulez faire des transactions, vous savez, des témoins de votre hôpital, j'en ai une deuxième. Elle a un micro, elle va se présenter. Alors elle, pareil, elle y va pour se faire ausculter, évidemment. C'est un gynécologue. Et il lui dit, bon, je vais vous ausculter. Est-ce que ça vous brancherait que je m'attaque un petit peu à vos abdos? Hein, ça s'est passé comme ça, madame? Exactement, oui. Et elle, pareil, nécrose, deuxième nécrose. Est-ce qu'à ce moment-là, à un moment donné, vous vous êtes alerté et vous vous dites, il va pas falloir le calmer? Non. Et si, là, après cette émission, on va en avoir 4 autres, si ça se trouve, qui vont tomber. Alors, monsieur, si vous pensez... Attendez, laissez-moi finir, laissez-moi finir. Comme vous le précisiez, je crois, au début de l'émission, oui, que ce praticien n'exerce plus dans l'établissement. Il est en congé, maladie, oui. C'est ça? Il n'exerce plus dans l'établissement. Mais pourquoi il n'exerce plus? Ça ne change rien, ça. D'accord, mais parce qu'il est en longue maladie. Et ce depuis maintenant voilà. Près de 2 ans. Oui, il est parti pourquoi? Parce qu'il avait une maladie. Pas parce qu'il a été viré. Ah. Je vous pose une question, monsieur, a-t-il été viré ou est-ce qu'il est parti parce qu'il était malade? Ce praticien est en arrêt maladie. Voilà, donc vous n'avez pris aucune sanction, il n'a pas de blâme, on lui a pas dit vous arrêtez d'exercer. Il est malade, donc il s'en va, ne nie pas, il n'exerce plus, comme si vous disiez rassurez-vous, il est tombé malade. Donc il va plus. Non, il est tombé malade, il n'exerce plus, mais il n'y a eu aucune sanction contre lui. Je vous assure, monsieur, des dossiers. Alors, moi je dis, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez normal que, devant des millions de téléspectateurs qui nous regardent, une femme qui a été, excusez-moi, je le dis devant elle, charcutée. Encore une fois, les photos, vous-même, vous les verrez, et je pense que si vous avez des enfants, vous leur demanderez de ne pas regarder. Qu'une deuxième a eu la même chose. Est-ce que vous trouvez normal qu'on dise à ces gens-là, ah, il faut aller au tribunal? Ce que vous évoquez est extrêmement différent puisque dans certains cas, quand les rapports sont de nature un peu différente, les transactions peuvent être menées, l'établissement le fait régulièrement, en tout cas quand les cas se présentent, mais pour cette affaire, très précisément, nous n'avons pas prévu de recourir à une transaction. Maintenant, pour faire une proposition à Madame Arabian, que je comprends bien être dans une situation très problématique et être navrée, je lui propose de venir dès la semaine prochaine dans l'établissement. Je me propose de la rencontrer et que nous discutions de cette affaire ensemble très librement, qu'elle puisse m'expliquer sa façon de voir les choses. Je crois que je n'ai jamais rencontré cette dame, donc ça me paraît normal que je puisse la rencontrer et nous évaluerons ensemble ce qu'il peut être fait, quitte même à ce que nous étudions la demande que vous venez de me faire. Monsieur, merci beaucoup, parce que, je tiens à préciser que vous nous avez pris au téléphone, on a toujours des débats contradictoires, c'est un petit peu normal, mais voilà, quand quelqu'un nous parle comme ça, franchement, eh bien, ça disperse en tout cas beaucoup de doutes quant à sa bonne foi, à sa franchise et son envie de faire avancer les dossiers. Et à ce titre-là, merci monsieur, au nom de toute l'équipe. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi. Et donc... Rendez-vous est pris entre Anne-Marie et le directeur de l'hôpital qui va se pencher sur le dossier. Par ailleurs, nous faisons l'impossible en régie pour mettre la main sur celui qui l'a opéré. En attendant, nous retrouvons Nadège qui veut revoir les 50 000 € que son coiffeur lui a empruntés. Notre journaliste doit récupérer une lettre cruciale. Alors Nada, Maître Fellono va venir vous parler. Ce monsieur accepterait a priori que vous alliez le rencontrer. Il va vous remettre une lettre très importante dans laquelle il va expliquer qu'effectivement il a retiré des sous sur le compte de Nadège sans son autorisation et quelque part avec la complaisance de la guichetière qui était sa cliente. Donc, très important, Nada, il nous attend que vous alliez lui faire cette lettre. Maître Fellono vous aide pour rédiger les termes. Très bien, on y va tout de suite. Alors, on va vous passer Nathalie. Merci, Nada. Merci. Quant à Bernard Sabat, il a négocié jusqu'à maintenant avec le coiffeur et surtout sa compagne qui peut rembourser Nadège en vendant une maison. C'est le tournant de cette affaire. Alors Bernard, première chose, est-ce que vous nous confirmez avoir le papier dans lequel ce monsieur reconnaît avoir retiré de l'argent sans l'accord de cette dame et sans procuration? Oui, je vous le confirme. Suite à la discussion qu'il a eue donc avec Nada, il a rempli intégralement le document que Maître Fellono avait évoqué dans les termes précis. Il reconnaît donc avoir reçu cet argent-là auprès de la banque sans évidemment la présence de Nadège, sans aucune ambiguïté, à hauteur de 20 000 €. Bon, alors ça va nous permettre d'avancer.
Ensuite, vous avez continué à discuter avec cette dame, oui, avec ce monsieur d'ailleurs. D'abord, j'ai parlé donc avec ce monsieur longuement qui donc évidemment est tombé en pleurs et a dit bon, écoutez, franchement, je sais que j'ai été très loin, voire trop loin. Je vis avec ma concubine qui comprend tous mes problèmes, qui depuis 10 ans m'accompagne et donc je vais vous la passer. Donc j'ai discuté longuement avec elle et elle a pris la décision suivante. Et je vous lis le papier. Je m'engage à rembourser 30 000 € dès que la vente de la maison de ma mère sera exécutée. Je m'engage à rembourser cette somme à mademoiselle Nadège, ici présente. Elle l'a signée. Grâce à notre intervention, Nadège aperçoit enfin le bout du tunnel. Pour accélérer le dossier, nous avons contacté la banque qui devrait rembourser la somme de 20 000 € à notre témoin. Quant aux 30 000 € restants, ils devraient être versés lorsque la maison sera vendue. Pour sans aucun doute, c'est un soulagement. Le moment est donc venu de retrouver Anne-Marie, qui va parler au gynécologue qui l'a opérée, maintenant. Allô ? Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Et je vais essayer d'être le plus court possible pour ne pas vous déranger. Dans le cadre de cette émission, nous essayons de comprendre un problème et pour être le plus objectif possible, nous nous adressons aux différents protagonistes de ce dossier pour en savoir un petit peu plus et trouver la solution en fait qui satisfasse tout le monde. Alors, j'ai à mes côtés le docteur Courtois qui est l'un des spécialistes, le spécialiste médecine de l'émission qui va vous expliquer en 2 mots, je préfère que c'est un médecin qui vous en parle, les tenants et les aboutissants de cette affaire qui nous amène à vous appeler. Oui, bonjour. Donc, je pense que vous vous souvenez de cette dame, vous êtes intervenue pour une hypertrophie mammaire, donc une réduction... Mais c'est une femme qui avait des seins énormes, absolument énormes, c'est pour ça qu'elle avait des lombalgies. Oui, mais monsieur, quelle est des lombalgies à cause de ça énorme, ça tout le monde vous l'accorde, mais est-ce que le résultat est conforme à une intervention d'un médecin, qu'il soit énorme ou pas? Je ne peux plus vous dire, je ne sais plus. Alors, est-ce que vous aviez déjà, docteur... Ça fait bien des années. Bien sûr. Alors, est-ce que vous aviez une qualification pour ce genre d'opération? Est-ce qu'il faut une qualification? Non. Il ne faut pas de qualification? Pas de qualification particulière. Attendez. Moi, je suis chirurgien gynécologue, j'ai opéré des seins depuis bien longtemps et j'aurais pas dû l'opérer, tout simplement. Mais quand même, on a vu sur le site de l'Ordre des médecins, vous n'êtes que gynécologue. Donc, vous ne faites pas partie de la Société de chirurgie plastique et reconstructrice. Non. Bien. Est-ce que, docteur, vous étiez au courant de l'aggravation du cas de cette dame? Non. Alors, docteur, je suppose que dans votre carrière, vous n'avez pas eu, heureusement, des accidents comme ça. C'est très rare dans la carrière d'un docteur. Donc vous, si je me rappelle bien, enfin si j'ai bien compris, vous ne vous en rappelez pas certes, mais vous ne vous rappelez pas donc avoir été voir le directeur de l'hôpital ou avoir contacté votre assurance en disant « j'ai un problème, un vrai problème sur une poitrine ». Ça vous en rappelez pas? Vous l'avez pas fait? Peut-être bien, oui. Peut-être bien, oui, quoi? Peut-être bien que j'ai fait à ce moment-là ce qu'il fallait. Ben, nous, on a appelé le directeur de l'hôpital qui n'était pas au courant. Il n'y a aucun dossier ouvert. Donc ce qui me gêne, c'est que c'est pas tellement le résultat est catastrophique, certes, parce qu'on a vu malheureusement l'état de la poitrine de cette dame, mais c'est que pour vous, ça paraissait visiblement tout à fait normal, puisqu'il n'y a aucune démarche de fait. Il n'y avait rien d'inquiétant, pour le moins. Mais monsieur le docteur, je vais vous envoyer les photos, si vous ne les avez pas vues, ce qui m'étonne quand même, des jours qui ont suivi l'opération, si vous trouvez qu'il n'y a rien d'inquiétant, il y a peu de choses qui sont inquiétantes à avoir dans la vie, parce que je vous assure que c'est une vision quand même très particulière. Hein. Oui, parce que moi, je voulais vous dire, quand même, pendant plus de 6 mois, j'ai senti la pourriture m'envahir. Des soins tous les jours où on vous arrache de la chair sans vous endormir pendant 6 mois, plusieurs opérations dans une clinique privée et tout ça, maintenant j'ai 80 cm de cicatrices, j'ai plus des seins, c'est des bosses. Je sais pas ce que vous avez fait, je trouve que mon vétérinaire il a mieux opéré ma petite chatte. Ah non mais franchement, qu'est-ce que vous avez fait? Moi je suis venue vous voir pour des bouffées de chaleur et je me retrouve au bloc opératoire pendant 5 heures. J'ai été quoi, un cobaye? Quoi donc? Qu'est-ce que je suis? Je suis une bête? On est du bétail? Pour qui vous nous prenez? De quel droit vous m'avez fait ça? Moi, je vais vous voir pour des bouffées de chaleur, vous me proposez une opération esthétique alors que vous n'êtes pas capable. Si vous êtes gynécologue, fallait vous en tenir à votre métier et puis pas aller vous vanter de ce que vous n'êtes pas, non?
Mais c'est abominable ce que vous m'avez fait, vous vous en rendez compte? J'espère bien que vous allez vous rendre compte. En plus, je suis pas la seule, hein. Parce que vous n'êtes pas sorti de l'auberge, je peux vous le dire maintenant, hein. Alors qu'est-ce que vous avez à dire? J'aurais bien savoir que vous expliquiez là, puisque vous m'avez... Qu'est-ce que vous avez à dire? Que vous êtes le plus grand des chirurgiens, que vous maîtrisez, que vous êtes un chirurgien esthétique? Pourquoi vous n'êtes pas sur la place de Paris? Là, vous êtes reclus, là, on peut plus vous toucher ni rien. Ben, répondez-moi. Mais je vous écoute. Ah ben oui, alors le... Mais docteur, est-ce que vous pouvez comprendre? Un docteur, c'est également un homme de psychologie. C'est un homme qui a les mains d'un patient. Non, mais, franchement, docteur, je vais vous donner... Je l'ai opéré, cette dame-là. Pardon? Tout simplement. Pourquoi j'ai opéré cette dame-là? Pas pour me faire plaisir. Ah ça, non. Ça, non. On passe pas 5 heures pour s'amuser, hein. Non, mais en fait, d'un autre côté, c'est rémunéré également, quand même, docteur. C'était pas gratuit non plus. La question n'est pas là. Déjà, la première question que je peux me permettre de vous poser, c'est qu'elle vous a dit qu'elle avait mal au dos. Quand elle est rentrée, mais elle vous a pas dit, parce qu'elle ne savait même pas que ça existait, il faut m'enlever des seins. Vous lui avez vous-même proposé cette opération. Oui, évidemment, parce que c'était à moi de savoir que la douleur bien sûr. Cette ophtalgie était liée à ces seins et très important. Et vous aviez certainement raison. Moi, je vais vous dire ce qui me chagrine, c'est que vous vous rappelez immédiatement qu'elle avait des gros seins. Oui. Donc vous voyez très bien de quoi il s'agit. Ensuite, on a un résultat, mais qui est arrivé à peine quelques jours après l'intervention. On a vu les photos, docteur, on a les photos. Je vous assure, excusez-moi madame d'employer ce terme, mais il faut dire, à un moment donné, je pense qu'il faut expliquer à ce monsieur. C'est à la limite de la boucherie, monsieur. Je vous le dis, je pèse mes mots, et si vous aviez les photos sous les yeux, vous ne pourriez pas me contredire. Et vous vous rappelez pas de ça. Vous vous rappelez que de ces seins avant, et vous vous rappelez pas du résultat. C'est ça qui est fou. Non, je ne me souviens pas. Mais si je vous envoie des photos, vous avez un fax ? Ou Internet? Parce que je pense qu'il faut que je vous envoie les photos, docteur, pour que vous preniez conscience de la situation. Parce que je pense qu'effectivement, vous ne devez pas vous rappeler, parce que vous ne parleriez pas comme ça à cette dame. Vous ne vous en souvenez plus, et je veux bien le croire, docteur. Mais je vous en prie, à votre patiente. Non, on s'en souvient. Non, on s'en souvient. Vous lui dites rien aujourd'hui? C'est ça qu'elle attend, elle. Parce que l'argent qu'on va lui donner, vous savez, ça va pas lui faire revenir ses seins. Non. Mais je lui demande de m'excuser des conséquences de cet acte. Et vous ne vous en rappelez vraiment plus, docteur? Non. Même en faisant un petit effort, vous ne vous rappelez plus d'une poitrine dans cet état-là? Non. La mémoire de ce docteur semble très altérée. Il est lui-même victime d'une maladie dont la caractéristique est la perte de souvenirs. Nous abrégeons donc cette conversation puisque ce médecin vient de s'excuser. C'est tout ce qu'Anne-Marie attendait de lui. Pour l'indemnisation, elle devait se tourner vers le directeur de l'hôpital avec qui elle avait rendez-vous. Dominique Courtois nous dit tout. Le directeur de l'hôpital a contacté sa compagnie d'assurance et sa compagnie d'assurance a écrit un courrier du 14 février disant qu'effectivement, ils sont favorables à engager dans cette affaire une procédure transactionnelle. Anne-Marie va donc être indemnisée. C'est son avocat qui va fixer le montant du préjudice. C'est une grande nouvelle pour cette femme qui, pendant 4 ans, a vécu un véritable cauchemar.